Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Carnaval l'a fini. Si on passe, je pense que si on savent ça, peut-être qu'il y aura un petit retour pour la mi-carême. Mais enfin, pour l'instant, ça s'est bien passé à Pointe-à-Pitre avec quelques incidents et à Basse-Terre. Nickel comme d'habitude. Le festival, le carnaval de Basse-Terre, même si Talina n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Maïté Perrault, elle est fondatrice de Serenity, du salon Serenity Island, la 6e édition déjà. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. On va recevoir aussi M. Michel Gérant, il est syndicaliste, mais aussi il est représentant des collectifs, des organisations en lutte. On va parler un petit peu des décisions qui ont été prises par l'État français par rapport aux soignants, mais visiblement, rien n'a vraiment beaucoup avancé. On en parlera. Olivia Ramoutard, le président de la Fédération du tourisme de proximité, sera aussi notre invité. Et on va débuter une chronique aujourd'hui avec Caroline Alix, chronique pour apaiser nos relations. Sinon, l'actualité... Eh ben, c'est la visite du sous-préfet à Trois-Rivières. Olivier Félix était sur place. L'inauguration de l'aérodrome de Désirade. J'espère que le sujet sera prêt. Massariban, on a vu ça, c'était au MAC lundi dernier. Et puis un extrait du mercredi décembre. Tout ça pour parler un petit peu du carnaval. Merci encore d'être aussi nombreux. Alors, Salon Serenity Island, 6e édition, m'a été... Grande sérénité après le carnaval. C'est décompresser un peu. C'est l'occasion, pas qu'après le carnaval, après ces 2 ans, et puis dans le quotidien, on a besoin, je pense, tous de sérénité par rapport à des sujets qui nous touchent tous de manière personnelle ou collective d'ailleurs. Donc je regarde l'intervention pour tout à l'heure. Donc effectivement, c'est un salon. L'objectif de cet événement, c'était à la base, ça s'appelait les rencontres, parce qu'il y a une philosophie derrière, c'est aller à la rencontre de l'autre pour aller à la rencontre de soi. Donc c'est sur une base philosophique qu'en allant vers l'autre, l'humain est un être social, qu'on a besoin de l'autre pour se définir, et que justement en allant vers l'autre, c'est une sorte de miroir finalement de soi-même. Et donc l'objectif, c'était de réunir en une seule journée, donc de 9h à 19h, tous les acteurs du bien-être. Alors quand on parle bien-être, c'est vraiment dans sa définition la plus large. Ça peut être de la randonnée, parce que quand on se reconnecte avec la nature sur un simple sentier de randonnée, eh bien, on a du bien-être, à des pratiques plus holistiques sur la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, tout ce qui est massage, tout type de massage. On a également, l'objectif, c'est de pouvoir montrer toutes les expériences bien-être possibles pour effectivement trouver sa voie, trouver des réponses à ces questions, parce qu'on s'en pose tous. Peu importe le niveau social, peu importe si on a beaucoup d'argent, pas d'argent, on a toujours des questions à se poser de manière individuelle. Ma mission ici, qu'est-ce que je dois faire pour apaiser les tensions, le stress. D'ailleurs, ça sera l'objet d'une des conférences, crise d'angoisse, crise de panique, comment justement les appréhender. On a eu pendant ces 2 ans des exemples, justement, en lien avec ce virus, comment gérer ses peurs finalement. Et puis, c'est donc les expériences bien-être, mais également de manière aussi plus globale, ce qu'on peut appeler le tourisme de bien-être. Donc là, c'est vraiment une vision aussi de notre territoire, de développement de notre territoire sur une niche, finalement, qui est le tourisme de bien-être, qui permettra de créer des emplois dans ce domaine-là, de créer des offres. Aujourd'hui, quand on parle bien-être, je vais faire une retraite où on va bien manger, etc., on pense tout de suite à l'Asie. D'ailleurs, dans beaucoup de flyers, si vous tapez salon bien-être, vous allez voir des bambous, de la fleur de lotus, des choses comme ça. On pense pas forcément à notre région Caraïbe, et c'est vraiment cette vision Caraïbe que je souhaite mettre en avant, puisque cette année, donc, on aura des producteurs de Guadeloupe, mais on a aussi l'Office du tourisme de Sainte-Lucie qui sera présent. On aura 3 producteurs quand je dis producteurs, 3 acteurs de la Dominique qui seront là. Également une personne de Saint-Martin, partie française. Devenu un salon international. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est que ça devienne le rendez-vous des acteurs du bien-être de la Caraïbe. Donc, on commence petit à petit, on se fait connaître. Je suis partie en juin, j'étais en mission de prospection avec la CCI. J'ai rencontré des acteurs qui font des choses formidables, qui font des produits formidables. Et l'objectif, c'est notre intégration dans notre région caribéenne, et de pouvoir justement nous unir, créer des offres structurées, et puis faire ces rencontres-là, faire de belles rencontres dans cette journée. Voilà. Alors, je pose quand même la question, est-ce que dans la Caraïbe, ils sont au même niveau que nous par rapport au bien-être? Mais tout à fait. Est-ce qu'on a à apprendre d'eux, ou bien est-ce que c'est eux, c'est nous qui devons leur apprendre? Enfin, je pose la question. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, dans la Caraïbe, on est au même niveau tout court.
sur plein de sujets, plein de choses. Et dans le bien-être, c'est la même chose, puisqu'il y a des dynamiques qui sont similaires. Pourquoi ? Parce qu'au final, on est des êtres humains qui vivons dans un même espace, donc sur une île où on a des histoires communes, et on vit aussi cette humanité, ce monde face à ces crises qui sont aujourd'hui devenues mondiales. L'économie est mondiale, les crises sont mondiales, etc. Donc on a des réactions qui sont propres à un être humain de manière, on va dire, similaire. Et donc ce rapport au bien-être, alors en plus, eux, ils ont un peu plus de facilité parce que c'est vrai qu'ils sont de culture anglophone. Nous, on a une culture francophone et de manière générale, on va dire la France est plus fermée à des pratiques qui sortent du dogme scientifique. Et on va reparler des pratiques voilà, qui ils sont vues de mauvais œil, alors que dans d'autres territoires, que ce soit le jeûne, la monodiète, voilà, jeûne et randonnée, que ce soit des pratiques comme la médecine ayurvédique, qui est quand même une médecine millénaire, comme la médecine chinoise, voilà, ne sont pas forcément reconnus par nos médecins de médecine allopathique, on va dire occidentale. L'utilisation de nos remèdes rasiers, ben voilà, il a fallu aussi un gros travail du docteur Henri Joseph et d'autres pour faire valoir dans, on va dire, dans la botanique officielle française. Donc c'est pas un combat, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, comme tu demandais la comparaison entre les îles, c'est vrai qu'on sent moins de restrictions sur les îles anglophones qui sont plus ouverts. Par exemple, on a un chef, alors il sera pas là parce que malheureusement il a quelque chose, mais je voudrais vraiment l'inviter sur les prochaines éditions. C'est un chef guadeloupéen qui a vécu pas mal de temps en Angleterre et qui a fait une formation dans la plus grande école de naturopathie et de cuisine végétarienne de Londres. Donc, et ça, c'est valorisé sur ces territoires-là. Donc, l'objectif ici, c'est d'aller en ce sens pour montrer qu'effectivement, on est pour une médecine intégrative. Donc, à côté de la médecine allopathique, donc quand on va chez son médecin, on peut à côté utiliser des techniques et des pratiques qui va permettre de contribuer à un mieux-être. Bien. Et je vois que, comme d'habitude, il y a 7 auteurs qui sont prévus. Voilà, alors l'objectif, c'est ça, c'est le bien-être, comme je disais, dans toutes ces dimensions. Et alors moi, je suis une grande lectrice GT, parce qu'avec Internet, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais j'ai trouvé beaucoup de questions, de réponses à mes questions dans des livres, dans des ouvrages, depuis que je suis adolescente. Et on a des auteurs ici, on a plus de 6 maisons d'édition en Guadeloupe. Et il y a des auteurs qui écrivent sur des sujets qui touchent au bien-être. Alors ça peut être sur le coaching, ça peut être du roman aussi. Oui. Donc on a notamment la présence de Monsieur N. Christophe, qui va présenter un roman qui... voilà, et en fait, que ce soit un roman, un livre de fiction, on a un jeune auteur, donc c'est Iliac, son nom d'auteur, qui sera avec nous, qui va présenter son livre de fiction qui s'appelle L'éveil du feu. Et donc voilà, que ce soit de la fiction, de la fantaisie, du roman, de l'autobiographie, il y a toujours, je pense qu'on n'arrive pas à un livre par hasard et qu'on va toujours trouver des réponses dans des livres. Donc il y a une séance de dédicace et de rencontre avec 7 auteurs de Guadeloupe à partir de 16h. Donc le salon c'est de 9h à 19h et de 16h à 18h. Et le salon c'est samedi prochain. Samedi prochain, rendez-vous le 4 mars, exactement. Oui. Et cette fois-ci, c'est à la maison communale de Vanche. Tout à fait. On change de lieu, un lieu un peu plus aéré, que tu connais très bien d'ailleurs, pour ton festival de BD. Oui. Donc un lieu plus aéré, qui appelle à la sérénité aussi. C'est un très beau patrimoine de la ville de Bémao que je remercie. Donc voilà, pour accueillir un petit peu plus de monde aussi, et puis accueillir ces délégations qui viennent de la Dominique et de Sainte-Lucie et de Saint-Martin. Alors, je vois que quand on aura payé 5 ou 7 euros, on a un jeu offert, un tirage de la pensée positive. Qu'est-ce que c'est, la pensée positive? Alors, depuis le début, je travaille avec Yanis Nolba, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 18 pensées positives à l'attention des Antillais », parce qu'il s'adresse aux Guadeloupéens et aux Martiniquais. Et donc, je lui ai demandé est-ce que je pouvais prendre ces 18 pensées positives pour les utiliser lors de mon salon. Et donc, l'objectif, c'est... il y a toutes ces pensées donc, sont dans un QI. Et quand les gens arrivent, ils tirent une pensée. Alors, cette pensée, elle est caractéristique parce qu'elle est d'abord en créole. Oui. Et donc, c'est un proverbe créole. Donc, et ensuite, il y a sa traduction en français. Et l'objectif, c'est que ça parle aux gens. Et en général, c'est assez drôle parce que c'est toujours un petit message. Bon, là, c'est le petit côté un petit peu, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours un petit signe, qui nous parle. Et on a des très bons retours. C'est aussi pour mettre les gens dans une ambiance. Alors, pour le jus offert, c'est aussi ce qui fait la spécificité du jus. C'est vraiment d'accueillir le public.
public dans des conditions voilà, où déjà ils arrivent et ils boivent, ils ont l'occasion de déguster un jus créé par un créateur local de jus local. Donc, en fonction des années, donc il peut y avoir des jus de découverte comme curcuma citron, comme pastèque menthe, comme voilà, donc des jus avec des saveurs assez intéressantes. Et puis ce petit tirage pour entrer dans le voyage qu'on propose à travers ce salon à la découverte donc des exposants venus nombreux. Bon, alors, rendez-vous est pris donc samedi. Samedi 4 mars. À partir de 9h. 9h à la... Jusqu'à 19h, la dernière fois, il y avait beaucoup de gens. Et oui, on était à plus de 600 personnes. Il y a des allées et venues. Alors, c'est vrai que l'espace Cheikh Boudou est petit, donc ça fait tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a changé aussi, pour que ce soit plus aéré et que les gens puissent venir encore plus nombreux. D'accord, ok, on prend mot et on en reparlera vendredi prochain. Voilà, alors on va quitter le salon Serenity et on va parler avec le représentant du collectif des personnels en lutte. Il y a eu, bonjour Monsieur Gérant, il y a eu des informations nouvelles. Est-ce que tout est réglé pour les suspendus? Alors avant tout, on a bien dit que ça était belle si la Guadeloupe était en toute sérénité, puisque par rapport à tout problème que la Guadeloupe connaît, ça était bien que problème à l'école, problème à de l'eau, problème à chômage, problème à pauvreté, problème à monde qui est suspendu, problème à une série de problèmes qui empêchent nous d'être sereins, que ça était bon. Que sorti ils font un petit tour à l'Élysée pour parler de Macron des violences là qu'il fait à les professionnels de santé, alors que la Guadeloupe est déjà en manque de professionnels de santé, puisqu'il y a un désert médical. Il y a un désert médical qui manifeste, pas ni soins. Et depuis sa fête là, il y a une rupture de soins en plus qui a causé décès, il y a une surmortalité. Bon, nous pas dit pour qui nous pas ni ça t'est bien qu'il y ait une enquête par rapport à ça, puisqu'il y a une surmortalité, il y a une série de crises cardiaques qui a fait des AVC. Donc, la sérénité, oui, mais dans des conditions comme ça, ça t'est belle que demain, que la Guadeloupe vienne au paradis et que nous participer à ça aussi. Nous entendons parler des remèdes gaziers, nous entendons parler de tout ça, c'est belle. C'est ça nous a fait aussi en République là, demain, la route santé. Ça a fait 48 thèmes la route santé là. Déjà, hein? Ouais. Donc ça veut dire que nous avons aussi joué là, malgré nous suspendre, malgré nous dans des conditions déplorables, hein, pas ni l'argent, pas ni salaire, pas ni revenu. Mais nous, ni froid dans ça, nous avons fait. Nous sommes des professionnels et nous avons pensé à la santé à peuple là aussi. Mais alors, en posant une question là tout à l'heure, là, gouvernement français, le HAS, oui, prend une décision, dit que pour les soignants, il n'y a pas besoin de vaccin encore. Alors, tous ces gens qui ont dit suspendu là, normalement, ils peuvent aller travailler. Alors, toujours il y a un détournement, à chaque fois, c'est assez vicieux, et puis, tu as parlé d'anglophones et francophones, c'est assez vicieux, là, où la France a dit des mots, et qui n'est pas tienne compte des mots. Parce que la HAS a dit, en fait, que quand elle n'a pas ni brisé, ni testé, à part la HAS, hein, déjà, il y a un premier communiqué du ministère de la Santé, qui a dit, pas besoin de tester, pas besoin de contrôler, arrêtez tout suivi des contrôles. Ça t'avait dit en sous-jacent que le personnel suspendu peut rentrer. En situation normale. Situation normale. Pas ni contrôle, pas ni rien. Or, il n'y a pas obligé de parler des suspendus de réintégration. La HAS qui vient après, alors que ministre Brown, puisqu'il est tellement Brown, tout Browné, ministre Brown, qui a dit qu'elle est mis avis à la HAS, il a attendu un avis depuis 4 mois, 5 mois, il a attendu un avis. Quand il a eu un avis favorable, quelque part, puisque la HAS a dit que quand elle est là, le professionnel de santé peut intégrer, bon, il a attendu mars, c'est tout, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de bonne raison pour rester là. Nous ne pouvons attendre rien à ministre là. Alors que c'est ça qui a dit, qu'il a attendu avis à la HAS. Mais on a même vu poser une autre question. L'ARS ici, dans ces radios. Est-ce qu'elle nous a ARS? Est-ce qu'elle nous a Désolé. Depuis arrivé, le monde ne pas connaître lui, le monde ne pas connaître fille. Même quand nous, c'est plus. Nous, c'est le gendarme qui est barli. Tu es resté en ME pour te faire. Gendarme. Le gendarme, mais malheureusement, pas même jour là ça. Donc,
Non, pas ni pour le monde. Il y a une rupture de soins totale en Guadeloupe. Ouais. Il y a une rupture de soins. Et voilà, l'ARS, c'est en offre de soins. Parmi les axes qu'il y a dans Walaï, c'est offert peuple en soins. Or, quand vous allez à l'hôpital, là, dans les hôpitaux, pas ni soins, il manque de personnel, Mais manque de même au matériel. niveau des ambulances, quand il est là. Eh bien, les ambulances, 15 ambulances, qu'a des fois en ligne, en attente, qu'a resté 6 heures. 6 heures d'attente, ça veut dire que malade là-dedans, ça veut dire que malade là, qui est en urgence, qui a 6 ans dans eh bien, dans oui, ben c'est... les pompiers prouvaient ça, ils font un courrier à préfet là pour montrer ça. Et ça a été filmé sur les réseaux. Donc, comment on peut comprendre qu'il n'y a pas une bonne réaction vis-à-vis de ça? Alors, peuple en danger. Oui, t'es ni carnaval, mais ni monde qui mort toujours, et ni monde qui mérite ça. Alors, ni on a dit encore, c'est qu'en vrai, ni des semaines que les élus, présidents, conseils régionaux, tout ça, ils ont une espèce de motion en sens à ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas apaiser à dans le gouvernement là. Mais non, il n'y a pas apaiser à la preuve, il n'y a pas tant. Le ministère va faire en sortie aussi, donc communiquer, suite à communiquer à l'HAS, aussi, là, il a dit de porter manœuvre. Mais ça a eu urgent en Guadeloupe. C'est pas comme en France. Ouais. Ça a eu urgent, nous allons les lettres. Donc, c'est très urgent de ne pas attendre fin mars, parce que le monde qui a continué mort. Et qui pas ni qui Covid. Ouais. Il y a qui oublié les autres pathologies qui alentour. Si ni un taux de comorbidité énorme, si ni de l'eau là qui pas bon et que le monde qui boit parce que il ne peut pas faire autrement. Mais ni monde qui boit de l'eau là qui est infecté là, avec bactéries et compagnie. Donc, il y a une urgence capitale. Ça dû être déjà arrêté depuis longtemps. Mais là encore, on voit que les élus pas en force à nous. Donc nous sommes obligés de marcher la rue là, nous sommes obligés de faire meeting, nous sommes obligés qu'à interpeller les élus, qu'à interpeller tout le monde. Mais jusqu'à présent, il faut considérer nous comme moins que rien. Donc, du point de vue, parce que nous, notre information, c'est que nous, des semaines, on infirmier, on soignant qui gagnait aussi au tribunal aussi. Oui, il a gagné 3 fois. 3 fois. Chaque fois que le directeur a fait appel, et il a gagné, mais il n'a pas pu réintégrer. Malgré la justice. Non, pas du tout. Pas du tout. En anarchiste, dans le monde aussi, là, les gens qui ont fait ça, ils ont un pouvoir colonial qui manifeste. Donc là aussi, ils ont fait, alors que nous demandons une dérogation par rapport à la loi là, pour obligation là, parce que nous ne pas suspendre les professionnels de santé, alors qu'il y a manqué de monde déjà. Or, ils ont dit, ils n'ont pas déroger. Subitement, là, on est sorti, aussi là, ils ont déroger. Guadeloupe et Martinique seulement, où là, ils font un texte assis, rupture conventionnelle, uniquement pour Guadeloupe et Martinique. Mais c'est bizarre, ça. Et Guyane, et la France. Pourquoi ils ont une telle dérogation, subitement, qui a sorti, ils ne comprennent pas rien. Donc, ils voulaient débarrasser eux. En fin de compte, c'est le but, hein. C'est de réduire le taux d'hospitalisation, c'est-à-dire le nombre de lits, et réduire la masse salariale. Et pour après, mais demain, nous avons un petit peuple là, demain, soins là qui est encore plus difficile. La situation à rupture conventionnelle là, quand on a un secteur à la santé qui n'est pas d'accord avec ça. Mais il ciblait un qui pour les fonctionnaires. Ah. Ni les privés, ni les libéraux, pas dans ça. D'accord. Tout ça, c'est en forme de discrimination. Et on a l'impression que c'est des amateurs qui ont au gouvernement. Et quand ils ont fait des textes, mais ils n'ont pas réfléchi à ça, ils ont fait. Mais c'est grave. Pourquoi font des dérogations pour rupture conventionnelle pour un qui qui a dans les hôpitaux, dans les structures hospitalières, alors qu'on est les cliniques, on est les privés et on est les libéraux. Oui. Donc là encore, c'est encore notre truchement. Et chaque fois, la population a resté pris dans ces biens-là, ça. Et on a fait durer jusqu'à 100 jours, 11 jours que ça pétait. Oui. Ça pétait parce que le monde ne peut pas encore. Ouais. Voilà, non, mais c'est un véritable problème. Là, on a pensé que ça a fait choléra a monté, là. Mais choléra a monté même, puisque mon monde pas de l'argent, mon cas voit huissier, mon déjà pas de case. 18 mois. 18 mois. Moi, en tant que libéral, en paix de cabinet en moins, en paix de clientèle en moins, en paix de notoriété là, nous qui dit entre guillemets, qui est au Jani, puisque là, au libéral, le monde connaît vous, le monde qui a crié. Donc, comment on va entrer? Là, il dit, moi, réintégration, on va entrer comment? Au long cas de bout, pour moi attendre qu'elle réintégré. Sans cabinet, sans compter les courriers d'huissier qui a entré, la banque qui a embêté. Oui, bien sûr.
Mais en situation, sont telles violences. C'est pour ça que sérénité, oui, hein, ça t'est belle que nous entrions en forme de sérénité, parce que la Guadeloupe nie quand même la capacité de sembler en paradis. En dit, puisque entendre dernièrement que c'est parmi les coins touristiques les prisés, les plus prisés, les plus demandés, mais avec imité Alain. Est-ce qu'on peut recevoir touristes dans l'hôpital comme ça? Sinon, problème. Sinon, séisme demain, nous ni volcans, nous ni les ouragans, nous ni des problèmes, des catastrophes naturelles qui peuvent joindre nous. Avec qui monde? Les temps qu'ils ont crié mon enfance, mais monde qui jacquent mort toujours. Donc, on va voir, nous pas comprendre une situation là. Pourquoi ils ont laissé ce pays là comme ça? Donc ça grave, c'est très grave. Demain, dans la cour santé, ils occupent de ça aussi, ça prévu? Oui, nous toujours qu'à faire des petits mots, anti-paroles entre ça. Demain, c'est les plantes, toujours ils mettent gazier, comme carême montré. Donc nous qu'à parler des petits bains, qui gens pour manger en carême, qui gens pour prendre des petits bains pour relâcher les choses, parce que carême qu'a mélangé aussi avec croyance et c'est ça, mais c'est l'habitude de nous. Donc, il y a ça, et puis nous avons une petite parole, bica parole l'après-midi, qui on peut dormir bien. Est-ce qu'on peut dormir habillé? Est-ce qu'on peut dormir sans linge? Qui est bien fait? Que ça nie par rapport à tout ça. Nous, toujours, qu'à continuer, respecter la profession en nous, pour nous continuer à jouer au rôle là, que nous avons joué là, même si nous ne pas payés. Ça bénévole, hein? Nous, les bics là, nous avons fait ça, nous connaissons fait. Ça, nous avons appris l'école, là, nous avons fait études à l'université, et bien nous avons battu le peuple là, gratuitement. Mais 3 semaines, je t'ai fait un petit séminaire. En colloque. En colloque, c'est bien en colloque. Des petits mots quand même assis ça, quand même, avant nous bout. Ah oui, c'était un très bel colloque, aussi là, le matin. Alors nous tenions une belle entrée, une belle ouverture avec les professionnels des différents secteurs, l'hôpital, qui dans les cliniques et les libéraux. Ils présentent un thème, ils étaient caillés devant en pupitre et présentaient au public là un thème qu'ils ont choisi, soit profession à eux, soit qui j'ai eu la santé pour demain. C'était très belle. Et l'après-midi, nous tenions en orchestre, bien sûr, entre midi et 2, qui était permettre de manger en toute sérénité. Et l'après-midi, nous tenions une belle assemblée avec Dr. Joseph, Jolo, historien Jean-Pierre Sainton, et Babel, M. Babel qui sont écrivains aussi. Spécialiste à fruits à pain. Et spécialiste à farine aussi, qui a transformé. Donc, tenions un bel panel et bel beau cantage. Ça était de haut niveau. Et nous tenions la chance d'entendre Henri Joseph qui a dit que autant de courant que brevet est mondialement. Oui. Mais bon, on va laisser. Il est venu parler avec. Kevin parlait de ça pour faire que c'est qui parlait de ça, mais c'est toujours un honneur pour nous de recevoir des gens qui ont fait. Et dernier vendredi là, qui passait là, et bien nous tenions en journée KBM. Oui, manger. C'était en journée, matin et après-midi. Ça était belle. Chaque monde plantait du riz. On s'est calé à coco, et nous distribuons graines du riz Guadeloupe, que nous fait, et puis ça c'est symbolique. Ils font un bel travail aussi pour KBM. Ah ouais, c'est une association qui a fait ça. Mais il y a KBM, vraiment. Alors, ni mauvais côté à la maladie, la monde qui mort et suspendu, mais en même temps, ça permet de lever un paquet qui était jamais. Mais son capacité que Guadeloupe a, de toujours réadapter à chaque situation. Attention, les moments que je raconte, moi, c'est les gens qui réadaptent à la situation là. Ils ne pas rester là bras croisés. Donc, c'est ça, c'est nègre marron. Carrément. Bien, bon, salon de sérénité le 4, et puis demain, est-ce qu'il y a une petite sérénité quand même dans la cour santé là? Toujours une sérénité. nous savons ça nous fait. Nous apprenons que pour prendre un médicament, c'est consentement libre et éclairé. Nous ne pas ni donner, nous ne pas ni rien, nous décider que nous ne pas prendre. Voilà, c'est tout, c'est clair. Et jusqu'à présent, la preuve, c'est que quand on est là, on commence par dire qu'il n'est pas protégé et qu'on peut pas la maladie là, mais quand on est là, la HAS, envie de nous
commencer, mais qu'à prendre temps pour dire nous que nous pouvons réintégrer. En tout cas. Sans compter que si même vaccin, là, même il y a un paquet polémique qu'on est là, à si utilité, à si l'argent que Pfizer fait. Ah oui, ça, c'est un autre problème. Un autre problème. C'est un véritable scandale, ça. Un véritable scandale. Ouais. Et qu'il y a un loup mort avec mon vaccin. Il faut forcer mon prendre un vaccin, avec des gens comme moi, il croit qu'on a un vaccin, là, pas, finalement, il passe vieillir. Non, inefficace. Inefficace. Près de 35 milliards que l'Europe dépensé. Le projet, il va faire un vaccin pour VIH. Ouais. Alors, à part ça, les virus, ça pas quoi qu'on va faire vaccin facilement. Bien. Surtout en deux semaines. Ben, merci Michel Girand, merci Maïté. Donc on a les 2 rendez-vous demain et puis samedi prochain. Juste un dernier mot, il y aura 50 exposants. Oui. Ouais. Plus de 50. Ouais. Bon, il faut venir avec sa carte bleue, j'ai bien compris. On va retourner à l'actualité rapidement. Visite du sous-préfet à Trois-Rivières, Olivier Félix était sur place, on regarde. De ces rencontres, nous avons fait avec les élus de Trois-Rivières et monsieur le maire de Trois-Rivières un screening de l'ensemble des projets qui sont portés par la municipalité, à la fois des projets qui sont déjà mis en œuvre ou qui commencent à l'être, des projets à venir pour la suite de la mandature et notamment sur l'année 2023, 2024 et suivante, et déterminer quels pourraient être les meilleurs financements, notamment ceux de l'État, qui pourraient être mobilisés pour accompagner ces projets. Effectivement, depuis ce matin, nous avons pu, au niveau de notre municipalité, revoir avec lui les projets sur lesquels effectivement l'État allait intervenir, mais aussi les autres projets qui concernent les autres partenaires. Donc il était, et nous en sommes aussi très, très satisfaits, dans la mesure où nous avons pu avec lui revenir au niveau de la villa pastorale dans laquelle nous avons pu monter ce chantier d'insertion, donc bien montrer l'intérêt économique, bien montrer l'intérêt patrimoine et l'intérêt insertion. Et donc effectivement, nous a confirmé la présence de l'État à nos côtés. Nous sommes revenus et nous irons tout à l'heure encore sur nos équipements sportifs, des équipements sur lesquels l'État aussi à travers l'ANS a montré son soutien et son accompagnement financier. Donc là, nous avons pu sur cette journée bien calibrer les projets d'avenir qui sont à faire au profit de la population de Trois-Rivières et dans l'intérêt général des associations, des quartiers et de Trois-Rivières. Donc très satisfait de cette journée. Voilà, il est déjà 13h04. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite, puisqu'on va recevoir Caroline Alix, Olivier Ramoutar, qui viendront tous les deux. Madame Alix va parler justement d'apaiser les relations, c'est nécessaire. Et Olivier Ramoutar, avec elle, on va faire un point sur le tourisme de proximité. À tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On va dans un instant recevoir Caroline Alix. Bonjour. Bonjour. C'est sa première chronique. Mais avant, on refait un petit tour dans le temps longtemps. On revient avec une rubrique qu'on avait il y a quelques années, qu'on avait laissé tomber. Et c'est reparti. Voilà. Temps longtemps. Alors, aujourd'hui, on va parler de William Dubois, William Edgar Burgard Dubois, dit Web, qui était un écrivain militant antiraciste et panafricaniste. Il est né à Gonesse, il fut le premier Afro-Américain à obtenir un doctorat et il devint professeur de sociologie et d'économie. Il se fit connaître en devenant le chef du Niagara Nord et s'opposait au compromis d'Atlanta rédigé par Booker T. Washington à l'époque. Le racisme était sa principale cible et il a protesté fermement contre le lynchage, les lois, ce qu'on appelait à l'époque les lois Jim Crow et la discrimination dans l'éducation et au travail. Il fut un défenseur du panafricanisme et aida à l'organisation de congrès panafricains pour soutenir les demandes d'indépendance des colonies africaines. Dubois est mort en 1963. Il avait 95 ans. C'était un véritable militant. Et aux États-Unis, il est respecté. Il fallait faire un petit focus sur lui, puisque 23 février 1868, c'était la date de son anniversaire. Et donc, demain, on va retrouver quelqu'un d'autre. Et le temps en temps, c'est comme ça. Chaque jour, on fera un petit focus sur une personnalité ou un pays qui mérite un petit coup d'œil. Voilà, on va revenir à l'actualité. L'inauguration la semaine dernière de l'aérodrome de la Désirade, puisqu'aujourd'hui, le président du Conseil général continue sa tournée. Il est à Marie-Galante en ce moment même. Vous avez dû voir le direct. La semaine dernière, l'aérodrome de Désirade a été refait complètement à neuf. Reportage tout de suite, Loane Duhamel.
Mais l'objectif, c'est de permettre le développement de la désirade. On sait très bien que la mobilité, elle est déterminante pour le développement de tout territoire. Donc c'est pour cela que ces travaux, nouvelles pistes pour la désirade permettant d'accueillir les avions, mais également les travaux sur le port concernant les bateaux et la route. 3 équipements d'infrastructure qui assurent le développement. Donc nous avions pris cet engagement de créer les conditions pour le développement. Maintenant, une fois que nous ayons cette nouvelle piste, nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait un gestionnaire de manière à ce qu'il y ait des rotations sur l'île et nous travaillons pour une véritable politique en termes de développement touristique avec les autres partenaires, la CARL et la région. C'est une piste, au-delà du côté physique de la piste, c'est surtout une piste qui répond à une demande forte de la population, surtout la base même de notre développement économique et touristique également, puisqu'il est bien de pouvoir parler de développement, de parler de toutes de bonnes choses, mais si nous n'avons pas de beaux infrastructures qui attirent, mais également qui rendent confiance les usagers, les choses risquent d'être compliquées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le conseil départemental qui est à nos côtés, qui travaille dans ce sens, et on est juste émerveillés par notamment la beauté de la piste, mais également ce que va nous rapporter cette piste dans les années à venir. La mobilité permet vraiment le développement d'un territoire. Il y a eu un constat que la piste n'était pas dans un bon état. Elle a été fermée au mois d'octobre et aujourd'hui, au mois de février, elle est inaugurée. Il est important pour la population de pouvoir se déplacer. Il y a le bateau, mais il y a aussi l'avion. Donc ça veut dire qu'il y a 2 moyens au moins pour y aller sur Saint-François et Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de Désirade d'avoir accès au modernisme, d'avoir accès à tout ce qui est possible que les autres ont sur les autres communes. Et c'est pourquoi cette piste, elle est vitale, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'apport de denrées alimentaires, de médicaments, des placements médicaux, c'est-à-dire quand il y a une urgence, il faut aller au CHU, se faire opérer ou autre. Aujourd'hui, cette piste permet un vrai lien, une vraie continuité territoriale entre la Désirade et la Guadeloupe. Voilà. Et on espère que la piste de Marie-Galante sera aussi rétablie dans les temps qui viennent. Alors, je vous l'ai dit, on va, à partir d'aujourd'hui, le jeudi, recevoir Caroline Alix. Alors, Caroline Alix, bonjour. Bonjour, Danick. Merci d'être avec nous. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore. Il faudrait peut-être dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie en général avant d'arriver dans cette chronique. Alors oui, je ne suis pas en Guadeloupe depuis très longtemps, ça fait qu'1 an que je suis en Guadeloupe. Je suis diplômée de criminologie et de médiation et je suis avocate depuis plus de 20 ans, présidente récemment de l'association AMAC qui réunit des avocats médiateurs en Guadeloupe. Oui. Voilà. Alors j'ai quitté la Bretagne pour m'installer en Guadeloupe parce que c'est une île chaleureuse par son soleil et surtout sa culture humaniste. Et ça a été vraiment dans cette philosophie que j'ai toujours voulu exercer mon activité et faire mes choix de vie. Et j'ai donc créé une société de gestion amiable des conflits qui s'appelle Human's Place, qui a édité un ouvrage, L'Art de la paix, qui est en vente libre à la Librairie Générale à Jarry. Alors dans ce livre, j'expose une vingtaine d'histoires vraies de 5 pages qui permet de transmettre des clés au grand public pour pouvoir faire face à ce genre de problématique qu'est la violence à la maison ou au travail, sans forcément avoir à subir les affres d'une expérience judiciaire parfois douloureuse. Donc pour se préparer et pour réagir intelligemment dans ces situations-là, eh bien, à travers ces 20 histoires, j'explique comment protéger sa dignité, comment réunir des pièces importantes pour préparer son procès et surtout comment prendre du recul avec ses émotions. Ça s'appelle L'Art de la paix et c'est en vente. C'est encore disponible cet ouvrage? Oui, c'est encore disponible. Alors, il faut le voir. Et donc, la première chronique aujourd'hui, ce sera sur les violences conjugales. Alors, pourquoi les violences conjugales? Les violences conjugales parce que c'est l'un des sujets qui permet le mieux d'appréhender les outils de développement personnel que j'essaye d'utiliser pour accompagner tant les justiciables que les personnes qui vivent des situations de crise. Le problème des violences conjugales, c'est que il y a des phénomènes très destructeurs qui impliquent une réaction très rapide. Pour accompagner ces gens-là, il faut aller très vite, il faut qu'ils sortent très vite de leurs problématiques. Et malheureusement, des consultations parfois chez les psychologues, ça prend beaucoup de temps pour élaborer du sens et ça ne va pas assez vite.
Nous, les avocats, j'ai remarqué qu'on était plus concentrés sur l'aspect juridique oui. de la situation, Humaine. alors qu'on est face à des gens complètement anéantis, démunis, qui ne peuvent plus fonctionner et qui ont beaucoup de mal à réunir les documents qu'on leur demande et même à comprendre les portes de sortie. Donc, avant d'aborder l'aspect juridique, il faut retrouver de l'équilibre, de l'homéostasie, une espèce de sérénité, un calme. Sinon, on ne peut pas travailler avec ces gens-là. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, il y a plusieurs cas. Il y a le cas de Sophie qui illustre bien les pièges de l'emprise dans les couples. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Caroline, de quoi il s'agit exactement, ce cas de Sophie et l'emprise qu'elle subit? Alors, à travers ces 20 histoires, malheureusement, j'ai souhaité aborder des cas les plus courants. Oui. Les plus courants, peut-être les moins dramatiques, mais les plus courants. Et pour autant, le cas de Sophie, il conjugue violence psychologique et violence physique au point que cette femme est arrivée chez moi en me confessant qu'elle était au bord du suicide et qu'elle avait fait demi-tour au bord de la rivière en bas de son terrain. Le problème des femmes qui subissent des violences intrafamiliales ou conjugales, c'est qu'elles sont motivées par un seul désir, c'est protéger leurs enfants. Et malheureusement, elles s'inscrivent dans des relations de dépendance affective et économique qui font le jeu de l'agresseur et qui font le jeu de l'emprise. Comprendre qu'on va mieux protéger son enfant en dehors d'un milieu toxique qu'à l'intérieur, voilà, c'est déjà un grand pas. Donc la problématique des violences conjugales commence par un rapport affectif et symbolique. Il faut faire le deuil du foyer avec un papa, une maman. Et bien souvent, les personnes qui restent et qui ont peur de partir, c'est parce qu'elles préfèrent protéger l'enfant et le cadre, le foyer de l'enfant, plus qu'elles-mêmes. Voilà. Et ça fait partie des dépendances affectives et économiques qui font le lit de la problématique. Alors, ça, c'est pour ce qui est de l'aspect affectif du problème des violences conjugales. Mais il y a un autre aspect. Et puis après, j'aimerais vous alerter sur un danger avec des erreurs d'interprétation qui sont souvent commises sur le terrain et catastrophiques et irréversibles. Sur le plan juridique, il faut bien comprendre que le texte est très court. Le texte en droit pénal est très court. C'est l'article 222-13 du Code pénal qui punit les violences aggravées, c'est-à-dire sur des personnes vulnérables, c'est-à-dire dans le foyer, à cause de la dimension affective justement qu'il y a dans le foyer. Cet article, il est très lapidaire et ne fait appel qu'à une seule notion juridique qui est en plus médicale, c'est l'incapacité de travail. Oui, voilà. l'ITT. L'ITT, voilà. Et trop de femmes vont à la gendarmerie alors qu'elles sont encore pleines de bleu ou pas encore cicatrisées, pour avoir réparation et justice, mais elle se présente sans le certificat médical qui va prescrire cette ITT, et donc, sur un plan purement pénal, eh bien, les autorités de police sont obligées de constater que l'infraction n'est pas caractérisée parce qu'il n'y a pas la preuve. Alors, il faut nécessairement un certificat médical. Malheureusement, le Code pénal oblige. Oui. Donc, c'est particulièrement douloureux pour toutes ces femmes de faire demi-tour en disant, bon, ben alors maintenant, je vais devoir prendre rendez-vous chez le médecin qui n'est pas toujours disponible. Oui. Il accepte de l'accueillir plus ou moins rapidement. Ça peut être le lendemain, le surlendemain. Elle est éprouvée, elle est choquée. Il faut sortir, il faut retourner avec le papier en se disant, mais qu'est-ce qui va m'arriver cette fois-ci? Donc, ce que je veux, c'est alerter sur les violences conjugales, sur le fait que le premier réflexe à avoir, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie, c'est le médecin, c'est le docteur. C'est le docteur. Alors, il y a une autre problématique avec cette ITT, c'est que les barèmes sont pas clairs. C'est au bon vouloir du médecin qui va vous recevoir. Oui, c'est 4 jours, 5 jours, 8 jours, etc. Voilà, au-delà de 8 jours ou égal à 8 jours, en droit pénal, ça veut dire quelque chose. Et les sanctions sont encore plus lourdes quand c'est plus de 8 jours. Donc, le médecin a une responsabilité de départ énorme vis-à-vis de son patient, dont il ne mesure pas toujours l'importance parce que le médecin, lui, n'a pas le suivi de l'histoire derrière, devant le tribunal. Sauf que l'histoire de cette personne qui a été esquintée et blessée, atteinte dans son intégrité physique et morale, elle est conditionnée sur un plan judiciaire à ce papier et à la qualité de ce papier. Alors, il y a quand même le côté toxique et puis il y a le côté pervers
dans ce genre de situation? Alors, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est sensibiliser le public sur le fait que c'est pas la même chose d'être face à un triangle dramatique et face à une personnalité perverse. Je m'explique. Oui. La relation peut devenir dramatique lorsque quelqu'un soit se victimise, soit agresse l'autre, et ça plonge tout le système familial dans des tensions, de peur, de tristesse, où finalement, même l'agresseur devient la victime, Oui. et les enfants vont devenir les sauveurs, finalement, de papa ou de maman. Ce que je veux, c'est alerter les femmes qui sont victimes de violences sur deux problématiques distinctes. Il y a le triangle dramatique de Karpman, qui est un processus toxique, relationnel, très courant, très classique, sur lequel on peut agir en agissant sur la posture victimaire pour en sortir et rester dans une relation mature et responsable. Et il y a la problématique perverse qui, elle, consiste à atteindre la dignité d'une personne et à l'empêcher de trouver son épanouissement pour esquinter sa confiance en elle. Et ce sont deux choses différentes. J'ai vu trop de femmes projeter sur leur mari, sur leur conjoint, des situations de profil pervers, alors qu'en réalité, c'était juste un triangle dramatique qui se jouait et que les parties de la famille, les membres de la famille n'arrivaient pas à contenir ou à gérer. Et ça, c'est un beau gâchis parce que dans la problématique perverse, on ne se parle plus. Oui. On ne peut plus se parler, sinon on est en danger. Alors, il y a un autre cas, là on a vu le cas de Sophie, le cas de Christophe, ce que vous appelez dans votre ouvrage la mort symbolique du père. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je voulais aborder avec vous aujourd'hui une notion qui est très courante en pratique et très peu véhiculée sur le plan juridique et médical. Ça s'appelle l'aliénation parentale. Oui. C'est-à-dire que oui, dans nos familles, il y a des hommes agressifs physiquement qui ne contrôlent pas toujours leur colère, ou psychologiquement, parce qu'on est dans des situations de dépendance affective ou économique. Mais il y a aussi des femmes qui vont un peu s'emparer symboliquement de l'affection de leur enfant et utiliser leurs enfants sans s'en rendre compte, en projetant sur le père une image diabolisée, au point que l'enfant va adhérer. Et je veux dire, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Je veux que dans mon discours, il y ait un équilibre parfait entre les problématiques, soit des femmes, soit des hommes, au sein des couples. Il y a aussi des femmes, il ne faut pas se voiler la face, qui ont l'art de transmettre à leurs enfants une image diabolisée du papa, auquel l'enfant va finir par adhérer. Et ça, c'est catastrophique pour sa construction. Et il y a très peu de moyens de réagir contre ça, et les papas sont souvent très dépourvus juridiquement. Pourquoi? Parce que dans l'intrafamilial, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de preuves, et c'est la clé de voûte d'un procès et du fonctionnement judiciaire. Donc ce sont des zones d'ombre dans lesquelles il y a du secret, et dès qu'il y a du secret, le système judiciaire est impuissant à faire respecter la loi et à injecter de la justice et de la justesse dans les relations. Alors, je vais vous poser la question, Caroline. À ce moment-là, comment vous intervenez en tant que médiatrice? Alors, avant tout procès, avant tout arsenal juridique. Alors, cette question de la médiation, elle est particulièrement utile, Danick, là où vous la posez, parce qu'elle est interdite en cas de violence. Ah. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que l'auteur instrumentalise le médiateur pour imposer à l'autre des conditions de rupture inadmissibles ou particulières. Donc, on contre-indique la médiation dans les cas des violences conjugales. Par contre, avant d'en arriver au coup et aux violences, la médiation peut être utile pour aider la personne à partir avant l'irréparable, à prendre conscience de sa participation. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Hein. Mais non, mais c'est ce qu'il faudrait faire, et c'est avoir le courage de quitter ses dépendances pour prendre de l'autonomie financière et affective en amont. Alors, il y a une autre question que je vais vous poser, c'est ce qu'on appelle la fiction probatoire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est bien ça dont je parle, c'est-à-dire que dans tous les milieux où il y a du secret, que ce soit au travail ou dans la famille, il n'y a pas de preuve de ce qui s'y passe et de ce qui s'y joue. Or, un procès devant le juge, le dossier, il est fondé que sur des pièces et des preuves extérieures au discours de la personne. C'est-à-dire qu'un juge va considérer comme véritable tout ce qui ne vient pas de la personne concernée. Et donc, dans ces espaces
d'ombre, où il y a beaucoup de secrets, eh bien, tout est possible et c'est la loi du plus fort qui revient. Donc, comment gérer ces zones d'ombre? Justement, c'est ça. Et ces angles morts. Oui. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer au fil du temps, Oui. à travers ces 20 cas de 5 pages où je dynamise des outils qui sont le triangle dramatique de Karpman, compilé au soleil narcissique. Je l'appelle le soleil narcissique parce que c'est une manière de schématiser comment quelqu'un va porter atteinte à votre dignité en tant qu'être humain et vous faire perdre toute confiance en vous. Donc, comment réagir par rapport à ça? Et enfin, peut-être prendre conscience des besoins dans lesquels on est, qui est plus un besoin de paix, de sérénité, de calme, que d'assistance de son partenaire. D'accord. Et je pense qu'il y a on est le 23 aujourd'hui? 22? On est le 22 aujourd'hui ou le 23? 23. Donc ce soir, il y a quelque chose? Alors oui, ce soir à la Librairie Générale, je vous propose de parler du harcèlement moral au travail dans le cadre d'une conférence, où vous pourrez me poser des questions en direct. Et ce sera le thème de la prochaine chronique avec toi, Danick, le harcèlement moral au travail. Merci Caroline, et puis on se retrouve jeudi prochain. Alors, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était le carnaval, bien sûr. Vous avez vu un petit peu le carnaval? Oui, c'est Vous étiez formidable. où, à Pointe-à-Pitre ou à Bastère? À Bastère. À Bastère, c'était super, Bastère. Extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Bon, je voulais entendre dire. Massa Ruban, c'était au MAC lundi dernier. Reportage Vianney Valdez, c'est quelque chose d'assez ancien qui a été repris par Raymond de Tourin. Regardez un peu le résultat. Nous avons regardé en qui manière, depuis des couleurs, nous, là nous sortis, de qui nous y qui profession nous, qui gens nous permettent nous, tête collée, qu'on dit haïtien, pour nous faire pays avancer. Alentour à un symbolique, qui c'est ma ruban à la colombe du Rimel, de Capester Bello, qui a 50 ans là. Ça. Donc par rapport à ça, nous allons aller à l'entour pour faire force, pour faire pays avancer. Voilà. C'est pas un masque, c'est quelque chose qui a été importé au départ d'Europe. Je crois que c'est les Anglais qui ont ramené un peu, qui ont essaimé un peu dans toute la Caraïbe. Et aujourd'hui, nous, on s'en est servi, en tout cas, Massa Robert Raymond, ce qu'elle en a fait, s'en est servi pour ramener du lien entre les différentes ethnies qui cohabitent en Guadeloupe. Donc, c'est aujourd'hui l'essence de ce qu'elle a voulu faire aujourd'hui. Là, c'est la Guadeloupe. Il faut nous sembler à l'entour Guadeloupe pour renforcer et faire qu'elle y et qu'elle nous passe malassa pour Timoun nous, putain. On est véritablement dans un esprit de rassemblement. On veut que toutes les communautés qui vivent en Guadeloupe puissent s'approprier le lieu. Parce que le MACT, c'est pas le MACT, c'est notre MACT. Et il faut que ça puisse devenir de plus en plus notre MACT et puis qu'on puisse y venir et se l'approprier, que les gens visitent le musée, ça c'est une chose, mais on va accueillir de toutes les façons un maximum d'événements qui vont permettre à tous les Guadeloupéens de venir s'approprier le lieu. Belle manifestation symbolique et qu'il ne fallait pas rater. Massa Ruban, c'est une vieille bitin, une vieille tradition, nous. Mais nous remettons au bout du jour. Et comme vous l'avez dit là, c'est dans ma quand nous voyons. Voilà, nous allons pour un deuxième type campo et on se retrouve tout à l'heure avec Madame Olivia Ramoutard. Ce sera notre dernière invitée du ZC, là tout de suite. Voilà, on retrouve sur le plateau du ZCL News. C'est la dernière partie et c'est la dernière invitée aussi. Elle s'appelle Olivia Ramoutard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente, j'allais dire présidente de l'Office du tourisme de proximité. Comment on appelle ça? Non, la Fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe. De Guadeloupe. Alors, c'est un organisme qui est important parce que on a deux types de tourisme en Guadeloupe. Il y a le tourisme grand luxe, hôtel, etc. Et puis il y a l'autre tourisme de proximité qui est aussi important.
Et très très important parce qu'effectivement c'est un secteur qui est majoritaire d'ailleurs en termes de lits touristiques. Combien de lits à peu près? Aujourd'hui, il faut compter 16 000 lits sur le territoire, quand même, donc à peu près 4 500. Plus que les hôtels finalement. Ah oui, 3-4 fois plus, bien 4 sûr. fois plus que les hôtels. Aujourd'hui, on a à peu près 4 500 unités touristiques sur le territoire, avec à peu près 3, 4, 5 lits touristiques. Donc le calcul est vite fait, hein, 16 000 lits. 16 000 lits et d'emplois à peu près? Positionnés sur l'ensemble du territoire. Alors voilà la question qui est une question centrale parce que il est souvent reproché à cette filière de ne pas faire d'embauche. Oui. D'accord? Alors, je voudrais quand même signaler aujourd'hui que ces 4500 unités touristiques correspondent à un certain nombre de propriétaires et correspondent à un certain nombre d'emplois, activités. Au moins un emploi par an. Ah ben, mais complètement. Oui. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas salarié, on ne crée pas de valeur ajoutée. Et je peux vous dire que c'est très, très important, d'autant plus qu'autour de ces professions-là, nous avons un certain nombre également de professionnels qui tournent autour de ces activités et donc qui créent énormément de valeur ajoutée sur cette activité. Par exemple, quand on a un gîte, il y a un propriétaire, mais il y a aussi un cuisinier. Il y a quelqu'un qui fait le nettoyage. Ah, mais bien sûr, il y a un propriétaire, il y a un jardinier, il y a un pisciniste, il y a un plombier, il y a électricien, tout un tas, oui. Énormément d'activités. Donc ça génère tout un écosystème en fait. Absolument. Et donc il est énorme. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est le rôle de la fédération, de faire savoir quel est le poids économique aujourd'hui de ce secteur sur le territoire de la Guadeloupe. Alors pour que ce soit bien clair, il n'y a pas d'opposition entre les gîtes et les hôtels. C'est complémentaire. Absolument pas. Vous savez, dans une destination, il faut qu'il y ait des hôtels. C'est la porte d'entrée d'une destination. C'est normal. Et il faut de l'hôtellerie. Il n'y a aucun problème. Nous, on n'est pas là pour être en compétition avec les hôtels. Absolument pas. Nous sommes là pour être reconnus comme un secteur important, une filière importante. Je rappelle qu'il ne l'a jamais été avant la fédération. Alors, justement. Alors, j'ai quand même regardé, mais je me souviens plus du nom. J'ai vu comme des gîtes de haut niveau, hein, quand même. Hein. Ah ben, il y a des étoiles aussi pour les gîtes ou pas? Absolument. Il y a des étoiles. Il y a une classification. Et d'ailleurs, c'est un peu notre rôle aussi à la fédération de permettre à nos adhérents de monter en gamme, parce qu'aujourd'hui, on a une clientèle de plus en plus exigeante, une clientèle qu'on se veut arriver un peu de l'extérieur avec des codes. Et donc, notre objectif, c'est que nous aussi, propriétaires de gîtes, c'est de promouvoir aller vers l'excellence. Voilà, aller vers l'excellence, proposer du service, et c'est le rôle que nous jouons aujourd'hui. Alors, pour que ça soit bien clair aussi, quand quelqu'un vient loue un gîte, avec ou sans repas, comment ça s'organise? Parce que bon, à l'hôtel, on sait qu'il y a petit déjeuner, etc. All inclusive. Est-ce qu'il y a de all inclusive aussi dans ces gîtes? Alors, il y a énormément de propriétaires qui ont compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire uniquement que de l'hébergement. Oui. Donc, la notion de service prend tout son sens. Il faut pouvoir apporter à un client qui visite nos hébergements du service, tout simplement. Il veut une activité, il veut manger, il veut se faire masser, il veut une journée exceptionnelle. Nous avons ce devoir de pouvoir répondre aux exigences du client. De plus en plus, et nous travaillons, vous avez dit un mot qui s'appelle All Inclusive, et bien de plus en plus, nous travaillons un peu cette offre, le gîte All Inclusive. D'ailleurs, par exemple, pour la clientèle locale, nous savons que c'est pas la même clientèle, c'est pas le même profil, c'est pas le même besoin. Mais est-ce que c'est le même prix? Est-ce que c'est le même prix? Non, parce que on est sur une clientèle étrangère ou hexagonale, on est sur un séjour de 13 jours en moyenne. Ah bon, en moyenne. Un client local, oui, c'est le week-end. Voilà, ce sont beaucoup des formules week-end, donc on n'est pas sur un même modèle économique. Par contre, on sait aussi que c'est cette clientèle locale, il faut lui proposer du service. Le all inclusive s'adapterait très 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 bien à cette clientèle. Alors, et donc on réfléchit là-dessus. Alors il y a un autre aspect, je suis là pour poser des questions même embarrassante, c'est la question, est-ce qu'il y a déjà maintenant un site ou bien un catalogue où on puisse retrouver les sites de la Guadeloupe? Alors, un catalogue. Alors, au départ, la fédération, c'est une fédération professionnelle qui est là pour monter au créneau et représenter la filière, d'accord? Donc, défendre les intérêts.
Mais plus nous avançons, la fédération a aujourd'hui 3 ans et demi, nous avons donc cette demande des adhérents qui nous demandent cette visibilité à l'extérieur. Oui. Et donc évidemment, la fédération a ce devoir également, cette deuxième partie, donc de pouvoir répondre aux exigences de nos adhérents. Et c'est un projet que nous avons pour 2023, permettre à nos adhérents d'être visibles au national lors des salons. Et d'ailleurs, nous travaillons une offre avec des comités d'entreprise, puisque nous sommes en relation directe aujourd'hui avec des comités d'entreprise sur le national, pour que les hébergements de la fédération soient vus au national par des vacanciers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des critères particuliers pour ouvrir un gîte ou pas. Nous ouvrons un gîte comme ça, je de la Ponvier, quasi ou quoi, il faut un gîte. Il y a un certain nombre de paramètres à respecter. Absolument, il y a une méthode, il y a une méthodologie. Aujourd'hui, vous savez, le gîte a toujours été considéré, et c'est probablement pour ça que c'était pas structuré. Ça a toujours été considéré comme la petite maison au fond du jardin. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est un vrai métier. Oui. C'est un vrai métier il faut des compétences pour gérer. Aujourd'hui, on est face à un monde en mutation, une mondialisation, une exigence. Et bien, nous devons de nous adapter. Et nous, en tant que propriétaires, nous le faisons, puisque la fédération va bientôt mettre en place des modules de formation. Justement, j'allais y venir, parce que vous êtes formatrice aussi. Absolument, qui seront adaptés, bien ciblés aux besoins de nos adhérents. Oui. Et des formations qui soient immédiatement opérationnelles dès le lendemain sur les structures. Parce que ça aussi, c'est important. Alors, vous avez dit pour l'étranger, mais pour les Guadeloupéens aussi, on doit pouvoir... Alors, l'autre question, pas embarrassante, mais qu'il faut poser, c'est dans les îles du Sud. Est-ce que le gîte se développe aussi bien à Désirade, à Marie-Galante qu'à Coussinte? Absolument. C'est là la force de cette filière. Je l'ai dit en préambule, c'est que nous sommes déployés sur l'ensemble du territoire et des îles. Et d'ailleurs, nous avons donc renouvelé notre conseil d'administration fin janvier, et nous avons bien fait attention que le territoire soit représentatif. Donc aujourd'hui, nous avons des membres du conseil d'administration qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc nous avons une vice-présidente qui s'occupe des îles et qui s'appelle Betty Bessery. Ah, Madame Bessery. Voilà, nous avons un vice-président qui s'occupe de la Basse-Terre qui s'appelle Guillaume Wins. Oui, parce que justement, j'allais poser l'autre question. Est-ce que c'est équilibré? Parce qu'on a le sentiment quand même que le gîte s'est plus développé dans Grande Terre, dans le Nord Grande Terre, que sur la Basse-Terre, dans le Sud. Alors, effectivement, au moment où je vous parle, nous avons beaucoup plus d'adhérents sur la Grande Terre, et c'est la raison pour laquelle il nous fallait un représentant sur la Basse-Terre. Ce que nous avons fait, parce que il y a énormément de structures sur tout ce qui est bouillante, etc. Et donc, nous faisons d'ailleurs un appel, je profite de votre antenne, pour faire un appel à l'ensemble des propriétaires de gîtes du territoire et leur dire de nous rejoindre, parce qu'il est important d'appartenir à un groupement professionnel. Alors, la semaine dernière, il y avait cette journée du CTIG pour le tourisme, enfin de la région du CTIG. J'ai pas quand même senti dans la région, au travers des discours, que le gîte était suffisamment pris en compte. Eh bien, vous savez, la fédération fait ce travail-là. Donc, je crois que de toute façon, il n'y a plus le choix. Nous représentons cette force économique et touristique importante et majeure. Les faits sont là. On va donner le temps au temps aux institutions de reconnaître les faits. De reconnaître le travail. Et donc, s'il y a formation, ça veut dire que progressivement, il y aura de la création d'emplois? Absolument. Il y aura de la création d'emplois parce que, justement, nous avons pour objectif, nous avons monté des commissions où nos adhérents vont pouvoir travailler, parce que finalement nos problématiques qu'on traite viennent de nos adhérents. Et donc l'idée c'est, on a un projet de rencontrer par exemple le Pôle emploi, parce qu'on s'est rendu compte que un propriétaire peut-être ne peut pas faire une embauche globale, mais si on est au moins 2 propriétaires à embaucher par exemple
une femme de chambre. Oui, on peut travailler sur... Voilà, on peut travailler sur des binômes en tant qu'employeur. Donc, voir avec le Pôle emploi ce qu'ils peuvent nous proposer. D'ailleurs, c'est aussi le sens du travail de la fédération, c'est de travailler avec des partenaires. Nous avons signé donc une convention, par exemple, avec la Chambre des métiers, puisqu'on s'est quand même rendu compte que l'artisanat est étroitement lié au tourisme, donc qu'il fallait absolument travailler ensemble. Et nous allons peut-être mettre en place notre première activité avec la Chambre des métiers dans un gîte touristique et créer des produits touristiques, artisanat et fédération. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui vous regardent en ce moment un peu partout en Guadeloupe, Marie-Galante, à Désirade ou à Vieux Habitants. Quel est le bon profil pour être un giteur aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Faut aimer l'autre, faut aimer recevoir. Oui. Ça c'est la chose essentielle. Ça c'est le premier ingrédient. Aimer les gens, aimer recevoir, aimer la Guadeloupe tout simplement et savoir la vendre. Oui. Parce que je rappelle que nous sommes les premiers ambassadeurs de notre territoire, puisque quand le client arrive, nous prenons le temps avec eux, et c'est là le mot proximité prend tout son sens, parce qu'on s'assoit avec nos clients, on passe du temps avec eux et on leur donne les bons plans. Donc nous sommes les premiers ambassadeurs de notre territoire. Avant même les hôteliers. Ah mais complètement. Vous n'êtes pas la chambre numéro 10, etc. Non mais c'est vrai, c'est un peu la différence. Ça arrive que le giteur puisse manger avec son client. Mais souvent, monsieur Zandronis. Pas seulement manger, nous les emmenons au carnaval, nous les emmenons voir des lait roses, nous les emmenons manger un colombo sur feuille de banane, nous les emmenons dans des activités, nous les emmenons participer à plein d'événements. Nous sortons avec nos clients, nous mangeons avec nos clients, nous prenons l'apéro avec nos clients, et ça, c'est le sens un peu de notre travail. Et quand vous allez à Paris, comment ça s'appelle cette organisation qui se fait chaque année? Top Reza. Top Reza. Est-ce que à Top Reza, où on vous a rencontré plusieurs fois, vous sentez que les gîtes prennent leur place aussi? Mais il y a un vrai engouement pour le gîte touristique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le client a besoin d'expérience. Il a besoin de rencontrer l'autre. Oui. Il a besoin d'échanger. Et c'est vrai que venir dans une famille, venir dans un gîte touristique, c'est déjà de l'autonomie complète. Hein, d'accord? Donc ça veut dire qu'on fait comme on veut, quand on a envie. Mais c'est surtout aussi rencontrer l'autre, savoir comment il vit, connaître sa culture, connaître son histoire, connaître sa gastronomie. Et c'est vrai que on n'est pas fondu dans des grandes masses. Le gîte touristique, c'est de la personnalisation. Oui, et c'est très bien comme ça. Ben écoutez, on vous remercie. Peut-être un dernier mot, peut-être à l'attention des gîteurs qui vous regardent. Eh bien oui, j'aimerais bien lancer un message à l'ensemble des professionnels, leur dire que jusqu'ici, nous n'étions pas organisés, puisque nous étions dans aucune institution. Aujourd'hui, la fédération se propose d'être votre voix, d'être celle qui va faire monter au créneau vos doléances, vos problématiques. Je vous demande de nous rejoindre le plus rapidement possible pour qu'on puisse être cette force économique touristique de la Guadeloupe. La fédération n'a pas encore de local, non? Alors, bientôt, vous allez pouvoir venir. On va vous inviter d'ailleurs. Hein. Il sera à Jarry, notre local. Bien. Voilà. Ben, on est bien content de vous recevoir. Olivia Ramouta, présidente de la fédération. Alors, on notre tour sur l'actualité. Hier, c'était mercredi décembre, comme tous les mercredis. C'est Yokan Thierry Vaval. Et on a choisi un groupe particulier. Olivia doit connaître, c'est Vim. On regarde un peu ce reportage de Gaëtan Borne. C'est parti.
Voilà, et un dernier reportage, c'est cette interview du policier suite aux événements de dimanche dernier à Pointe-à-Pitre. Vous savez que le défilé, c'est la grande parade, c'est plutôt mal terminé à Pointe-à-Pitre, puisqu'il y a eu quelqu'un, un délinquant qui portait une arme et qui a été intercepté. Il y a eu des échauffourées avec les policiers, il y a eu 3 ou 4 policiers blessés. Reportage tout de suite, Olivier Félix. Écoutez, d'abord, je suis un peu amer. La fête, c'était une belle fête. Elle a été gâchée. Gâchée par quoi? Gâchée par un individu armé dans la foule qui nous a été signalé. Et donc, on a été interpellé. L'interpellation s'est très, très mal passée. Il ne s'est pas laissé faire. Et donc, on a été amené à utiliser la force pour l'interpeller. C'est parti en bagarre. La foule des individus qui étaient dans la foule s'en est mêlée. Et donc les collègues ont été pris à partie par la foule. Il a fallu intervenir et donc on a dû intervenir en utilisant les moyens spéciaux, c'est-à-dire les moyens lacrymogènes pour pouvoir dégager nos collègues qui étaient mis en difficulté par une foule de personnes hostiles. Donc voilà, la foule, je parle de la foule, mais il ne s'agit évidemment pas du public. Il s'agit donc de tous ces individus qui viennent armés au carnaval. Et évidemment, la police, quand elle voit des gens armés, elle ne tourne pas la tête. On a pour le moment 2 ou 3 fonctionnaires blessés. L'individu a été interpellé. Voilà, c'est les seuls éléments que j'ai en ce moment à vous donner en l'état actuel. La police a fait son travail et après, la personne sera placée en garde à vue. On présente ensuite à l'autorité judiciaire, aux magistrats qui prennent le relais, qui prennent les décisions qui s'imposent. Voilà. Voilà, reportage de Charlie Dagonia sur les lieux même où ça s'est passé. Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu 14 armes qui ont été saisies pendant ce carnaval. C'est beaucoup trop. Et il ne devrait pas avoir, pendant cette période, justement, d'armes qui circulent. Mais malheureusement, des gens qui croient que le carnaval, c'est le moment. Puis, on règle le problème ailleurs. Je rappelle, on revient au début du ZCL, qu'on a reçu Maïté Perrault pour son salon Serenity Island, qui aura lieu donc le 4 mars. À la maison communale de Vanche. Ensuite, on a reçu monsieur Michel Régent, syndicaliste UTS en résistance, mais aussi collectif libéral, qui nous explique un petit peu la situation particulière de la Guadeloupe en ce moment par rapport aux soignants. Il manque des médecins et les soignants sont toujours suspendus. Nous avons reçu aussi Caroline Alix, chronique apaiser nos relations, expliquer un peu comment il fallait ne pas tout le temps se précipiter vers la justice, mais essayer de trouver une médiation, mais avant les problématiques. Et puis on vient de terminer avec Olivier Ramoutar, la présidente de la Fédération du tourisme de proximité de la Guadeloupe. Sinon, l'actualité, c'était la visite du sous-préfet à Trois-Rivières. On a vu un peu ces échanges avec le maire en place en ce moment. Nous sommes allés après la Désirade où un aérodrome a été inauguré la semaine dernière. On a vu cet échange sur les Massaribans relancés par notre ami Raymond Taurin. C'était particulier, intéressant. C'est une vieille tradition carnavalesque amenée ici, si je ne me trompe pas, par les Indiens, les premiers Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe. Et puis, on a été faire un petit tour du côté du mercredi des centres de ville. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps longtemps était consacré, il faut vous le rappeler, à William Edouard Dubois. C'est un écrivain militant antiraciste panafricaniste américain qui est décédé le 27 août 63, mais il était né le 23 février 1968. On vous remercie. Aujourd'hui, c'est Yann qui était à la réalisation avec nos 2 assistantes habituelles, Talina à droite et Njoana à gauche. Merci. À demain à la même heure.